Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une histoire où le mythe et l'intime se frôlent, sans jamais totalement se confondre. C'est une enquête sensible, presque un portrait à voix basse, sur une femme que l'on croit connaître depuis toujours et que l'on découvre pourtant encore. Car derrière l'icône qu'est Catherine Deneuve se cache une trajectoire sentimentale faite de silence, de blessures fondatrices et de choix farouchement libres. À plus de 8 décennies de vie, le regard porté sur son passé change de nature. Il ne s'agit plus de nourrir la légende, mais d'éclairer les zones d'ombre. Depuis ses débuts, Catherine Deneuve a bâti une image publique d'une maîtrise presque sculpturale. Élégance froide, retenue calculée, distance assumée. Pourtant, cette façade n'a jamais été un refus de sentir, ça qu'au contraire. Elle fut le masque nécessaire d'une femme qui aimait intensément, mais refusait de se laisser définir par ses passions. Le cœur de cette histoire ne réside pas dans une liste de noms célèbres, mais dans une tension permanente. Celle entre la femme désirée à l'écran et la femme libre dans la vie. Le public a vu des héroïnes amoureuses, trahies, dominantes ou vulnérables. Mais la véritable Catherine, elle, a toujours négocié avec une autre réalité. Aimer sans appartenir. C'est cette ligne de crête, entre abandon et indépendance, qui éclaire aujourd'hui ses confidences tardives. Pour comprendre cette mécanique intime, il faut revenir au commencement. Au début des années 60, Paris bruise de nuits électriques, de cinéma en gestation, de promesses artistiques. Catherine n'a alors que 17 ans. Elle évolue dans l'ombre lumineuse de sa sœur, Françoise d'Orléac, déjà remarquée. Elle observe plus qu'elle ne parle. Cette posture d'écoute presque stratégique deviendra l'un de ses traits les plus constants. C'est dans ce contexte qu'elle croise Roger Vadim, cinéaste charismatique, découvreur de visages, architecte de mythologie féminine. Il avait déjà contribué à faire de Brigitte Bardot un symbole mondial. En Catherine, il perçoit autre chose. Une beauté distante, presque indéchiffrable, et surtout une réserve qui intrigue. Leur relation dépasse vite la séduction. Vadim devient mentor, passeur, initiateur au code parfois cruel du cinéma. Pour la jeune femme, cette liaison est à la fois une naissance artistique et un engagement affectif total. Elle devient mère très jeune, un choix audacieux pour l'époque, convaincue que la maternité n'est pas incompatible avec l'ambition. Mais derrière l'idéal d'un amour libre s'installe un déséquilibre. Vadim reste fidèle à sa réputation d'homme insaisissable. Lorsque Catherine découvre son rapprochement avec Jane Fonda, la blessure n'est pas spectaculaire. Elle est intérieure, silencieuse, définitive. Cette rupture agit comme un séisme discret. Elle ne provoque ni scandale public, ni déclaration fracassante. Mais elle redessine sa cartographie émotionnelle. Catherine comprend alors une vérité rude. L'amour peut révéler une femme, mais aussi tenter de la contenir. À partir de là, elle développera une vigilance presque instinctive. Aimer, oui, mais sans se dissoudre. Lorsqu'elle quitte Vadim, elle ne s'éloigne pas seulement d'un homme. Elle rompt avec une forme de dépendance symbolique. Elle traverse une phase de transition où le besoin dominant n'est plus la passion, mais le refuge. Ce refuge prend la forme d'un déplacement géographique et mental. Londres, 1965. Changement d'air, changement de tempo. Elle y rencontre David Bailey, figure centrale du swinging London. Avec lui, l'énergie est différente. Il ne cherche pas à la modeler, il la capture. Leur relation s'inscrit dans une modernité vibrante. Mode, musique, liberté visuelle. Ce passage londonien ne constitue pas une parenthèse légère, mais une étape de reconstruction. Catherine y affine sa capacité à exister dans le regard de l'autre sans s'y enfermer. Chaque relation devient alors une pièce d'un puzzle plus vaste, celui d'une femme qui apprend à conjuguer désir et autonomie. Ce qui fascine aujourd'hui, ce n'est pas tant de savoir qui fut le grand amour, mais de comprendre comment ces liens successifs ont sculpté une identité. Chez Catherine Deneuve, l'amour n'est jamais un refuge définitif. C'est un territoire d'apprentissage.
Elle n'idéalise pas la souffrance, mais elle reconnaît sa valeur transformatrice. Et c'est peut-être là que réside sa singularité, avoir fait de ses fractures une forme de lucidité. À l'automne de sa vie, lorsque certaines vérités affleurent, elle ne vise ni la justification ni la confession spectaculaire. Elles traduisent plutôt une paix avec le passé. Catherine regarde derrière elle sans nostalgie excessive, consciente que chaque élan, heureux ou douloureux, a contribué à forger la femme qu'elle est devenue. En définitive, cette trajectoire sentimentale raconte moins une quête de l'homme idéal qu'une affirmation progressive de soi. Derrière l'icône, il y a une femme qui a aimé avec intensité, perdu des illusions et transformé ses épreuves en force tranquille. C'est cette alchimie entre vulnérabilité et maîtrise qui continue de captiver. Et peut-être est-ce là son véritable héritage. Avoir démontré qu'on peut traverser les passions sans renoncer à sa liberté et faire de chaque cicatrice une signature plutôt qu'une faiblesse. Dans l'histoire du cinéma européen, peu de trajectoires sentimentales ont autant nourri les fantasmes que celle de Catherine Deneuve. Derrière l'icône froide, derrière la perfection presque sculpturale que la caméra a immortalisée, se dessine une série de choix intimes qui racontent moins une vie amoureuse qu'une lutte silencieuse pour préserver son identité. Ce récit n'est pas celui d'une star en quête de scandale, mais celui d'une femme qui apprend, parfois brutalement, que le glamour n'est qu'un décor, et que derrière les flashs se joue un rapport de force entre liberté et attachement. Tout commence comme une fable moderne. Son union avec le photographe britannique David Bailey ressemble à un manifeste esthétique des années 60. Leur mariage, entouré de visages célèbres, dont Mick Jagger, incarne l'alliance rêvée entre cinéma français et mode londonienne. À leur côté, la présence lumineuse de Françoise d'Orléac renforce l'impression d'un moment suspendu. Pourtant, sous cette mise en scène parfaite, une fissure apparaît presque immédiatement. Leur fracture ne tient pas au scandale, mais à une usure plus subtile, celle du langage, du rythme, de la vision du monde. Ils ne se parlent pas vraiment, ni dans la langue, ni dans les attentes. Bailey vit dans l'urgence créative, la nuit, le mouvement. Catherine, elle, ressent déjà la menace d'une dissolution de soi. Elle sort d'une relation où l'espace personnel était rare. Elle refuse d'en recréer une autre, même sous des dehors plus sophistiqués. Le silence qui s'installe entre eux n'a rien de poétique. C'est un isolement à deux. Leur séparation, rapide et presque élégante, agit comme une révélation. Elle comprend que le mariage, loin d'être une protection, peut devenir une structure contraignante. Cette lucidité ne la rend pas cynique, elle la rend prudente. Puis survient le choc qui redessine tout. La disparition brutale de Françoise dans un accident de voiture. Pour Catherine, ce n'est pas seulement un deuil familial, c'est la perte d'un miroir affectif, d'un ancrage intime. À partir de là, l'amour cesse d'être une évidence légère. Il devient un territoire fragile, à explorer sans jamais s'y abandonner complètement. Cette blessure silencieuse façonne son rapport aux hommes. Elle n'abandonne pas la passion, mais elle refuse qu'elle l'engloutisse. C'est dans cet état de vulnérabilité maîtrisée qu'elle rencontre Marcello Mastroianni. Leur rapprochement ne relève pas du coup de foudre spectaculaire, mais d'une reconnaissance profonde. Deux figures publiques de fatigués des rôles qu'on leur impose, deux êtres qui cherchent un espace de vérité loin des projecteurs. Marcello, plus âgé, offre une présence rassurante. Il écoute, il observe, il laisse exister. Pour Catherine, c'est une expérience nouvelle, un amour qui ne semble pas vouloir la définir. Leur relation s'intensifie hors des plateaux. Voyage, intimité discrète, naissance d'un enfant. Pour beaucoup, ces éléments dessinent naturellement une trajectoire vers le mariage. Mais pour Catherine, c'est précisément là que la peur se réveille. Quand Marcello propose d'officialiser leur union, elle ressent ce geste comme une bascule symbolique. L'amour risquerait de devenir institution, promesse figée, attente implicite. Elle refuse. Ce refus n'est pas dirigé contre l'homme, mais contre l'idée qu'un cadre légal puisse transformer la nature du lien. Marcello, profondément atteint, s'éloigne.
avant de revenir. Ils poursuivent leur histoire sans bague ni contrat, mais le temps finit par exposer leurs divergences culturelles et existentielles. Leur séparation, digne et sans éclat, confirme une constante. Catherine privilégie toujours la fidélité à elle-même. Et pourtant, pendant que ses passions visibles occupent la scène, une relation plus discrète traverse les décennies, celle qui la lie à Johnny Hallyday. Leur connexion échappe aux catégories traditionnelles. Pas de déclaration fracassante, pas de récit officiel, seulement une présence récurrente, presque souterraine. Johnny ne cherche jamais à la contenir ni à la redéfinir. Leur lien se nourrit de retrouvailles, de gestes simples, de signes persistants. Cette constance silencieuse contraste avec les amours plus spectaculaires de Catherine. Elle révèle qu'un attachement peut exister sans statut clair, sans promesse formelle, et pourtant durer. Ce qui émerge de ces épisodes n'est pas une succession de romances, mais une philosophie affective. Catherine Deneuve refuse les modèles imposés. Elle ne rejette ni l'amour ni la passion. Elle rejette ce qui menace son autonomie. Chaque relation agit comme un révélateur. Bailey lui montre les limites du glamour, Marcelo la profondeur d'un attachement sincère, Johnny la possibilité d'un lien hors des conventions. Derrière la figure publique se dessine une cohérence rare. Aimer, oui, se perdre, jamais. C'est peut-être là que réside le véritable scandale de sa vie privée. Non pas des excès ou des ruptures spectaculaires, mais une fidélité obstinée à sa liberté intérieure. Dans un monde qui exige des récits simples, mariage, rupture, réconciliation, Catherine choisit la complexité. Et c'est cette complexité, profondément humaine, qui continue de fasciner. L'histoire d'une femme qui a compris que l'amour peut être immense, sans jamais devenir une cage dorée. Dans l'histoire des célébrités, il existe des scandales qui ne reposent ni sur des révélations tonitruantes, ni sur des procès publics, mais sur quelque chose de plus troublant. Une intimité persistante, jamais officialisée, qui défie les récits convenus. C'est dans cette zone grise que s'inscrit le lien mystérieux entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve, un lien que l'un évoquait à demi-mot, que l'autre n'a jamais vraiment confirmé, préférant laisser le silence nourrir la légende. Dans ses écrits, Johnny parle d'elle sous un pseudonyme, Lady Lucille, un masque littéraire qui n'a trompé que ceux qui voulaient bien l'être. Dans leur entourage, le doute n'existait pas. On parlait d'une présence réciproque, durable, presque inexplicable, une relation qui survivait au mariage, aux ruptures, aux excès, comme une ligne continue au milieu d'une vie en zigzag. Ce qui fascine aujourd'hui, c'est moins la nature exacte de ce lien que sa constance. Là où les histoires d'amour de stars brûlent vite et fort, celle-ci semble avoir choisi une combustion lente, discrète, presque clandestine. Les années 1960 et 1970 voient Johnny traverser des périodes de tempête. Pression médiatique, vertige de la célébrité, fragilité personnelle. Dans ces moments critiques, Catherine apparaît en filigrane. Pas comme une sauveuse spectaculaire, ce rôle appartient aux mythologies, mais comme une présence stable, silencieuse. Lors d'une grave crise de santé qui conduit Johnny à l'hôpital, en 1966, elle se rend à son chevet sans publicité ni mise en scène. Aucun récit héroïque, aucune confession dramatique. Seulement cette fidélité discrète qui, paradoxalement, alimente le mystère. Leur relation ne s'exhibe pas, elle se vit dans les interstices. Ce paradoxe, être essentiel l'un pour l'autre sans jamais former un couple officiel, constitue le cœur du scandale. Non pas un scandale moral, mais narratif. Le public réclame des catégories claires. Épouse, amante, muse. Catherine échappe à ces cases. Elle ne promet rien, ne revendique rien et pourtant ne disparaît jamais totalement de l'horizon de Johnny. Ils deviennent, au fil des décennies, deux points fixes dans une existence agitée. Une fidélité émotionnelle affranchie de la jalousie et de la possession. Presque une anomalie dans le paysage sentimental des célébrités. Avec le recul, cette constance éclaire aussi la trajectoire personnelle de Catherine. Elle a côtoyé des hommes qui ont marqué le cinéma et la culture populaire. Roger Vadim, qui lui ouvre les portes d'un monde aussi grisant que désillusionné.
David Bailey, incarnation du glamour londonien et des paradoxes du mariage médiatisé. Marcello Mastroianni, avec qui elle partage une passion profonde qu'elle refuse d'enfermer dans une promesse définitive. À côté de ses amours éclatants, le lien avec Johnny agit comme une base continue. Moins spectaculaire, mais étonnamment durable. Ce qui dérange et intrigue, c'est que Catherine semble avoir très tôt dissocié l'intensité de la possession. Dans un univers où l'amour est souvent mis en scène comme total et sacrificiel, elle cultive une autre logique. Aimer sans se dissoudre. Elle l'a suggéré à plusieurs reprises. Certaines relations ne survivent que parce qu'on les protège du regard extérieur. Le scandale ici n'est pas la transgression, mais le refus de se conformer à la dramaturgie attendue. Lorsque Johnny disparaît en 2017, Catherine reste fidèle à sa réserve. Pourtant, ceux qui la connaissent n'en parlent d'un choc intime profond. Avec lui s'éteint un fil invisible qui l'accompagnait depuis plus d'un demi-siècle. Cette perte révèle rétrospectivement la force d'un attachement qui n'avait jamais eu besoin d'étiquette. Et c'est peut-être là que se situe la véritable subversion de leur histoire. Avoir prouvé qu'un lien peut traverser le temps sans se plier aux codes officiels. Mais l'histoire ne se limite pas à une relation singulière. Elle raconte aussi la mécanique implacable de la célébrité. Plus une figure publique cultive le mystère, plus le public tente de combler les silences. Dans le cas de Catherine, chaque absence de confirmation a nourri des décennies de spéculation. Ce phénomène révèle un paradoxe moderne. Nous exigeons de la transparence tout en étant fascinés par l'inaccessible. Le lien avec Johnny devient alors un miroir de notre propre rapport au mythe. Nous voulons des réponses claires, mais c'est l'ambiguïté qui rend le récit inoubliable. Cette ambiguïté agit comme une dramaturgie invisible. Elle permet à chacun de projeter ses propres définitions de l'amour. Fidélité sans possession, proximité sans promesse, attachement sans revendication. Dans un paysage médiatique saturé de déclarations fracassantes, cette retenue prend presque valeur de manifeste. Catherine et Johnny illustrent une forme de maturité émotionnelle rare. Reconnaître qu'un lien peut être central sans être officiel, déterminant sans être défini. À 81 ans, Catherine ne désigne pas un grand amour au sens romantique classique. Elle évoque plutôt une fidélité plus vaste, celle qu'elle se doit à elle-même. Derrière les rumeurs, les incompréhensions et la solitude parfois imposées par cette liberté farouche, se dessine une ligne directrice. Ne jamais céder son identité au récit que les autres veulent écrire pour vous. Et dans cette perspective, Johnny n'est pas seulement un amour. Il est le témoin d'une cohérence intime, d'une manière d'aimer sans se perdre. Alors la question demeure, presque philosophique. L'amour le plus durable est-il celui qui s'affiche ou celui qui se vit en marge? Leur histoire suggère qu'il existe des attachements qui ne cherchent ni validation publique, ni conclusion officielle. Ils persistent, discrets, mais structurants, comme une vérité personnelle que l'on protège parce qu'elle nous définit. En refermant ce chapitre, ce n'est pas tant le mystère qui subsiste que la leçon implicite. Certaines figures publiques nous rappellent que l'amour peut être une trajectoire intérieure autant qu'une relation. Et si le véritable scandale, dans un monde avide de révélations, était finalement cette fidélité silencieuse? À l'autre, oui, mais surtout à soi-même.